L'Iran croyait pouvoir arrêter les attaques américaines et israéliennes au Moyen-Orient en utilisant son seul atout, fermer le détroit d'Ormuz et attaquer les navires qui le traversent. À la marine du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. À partir de maintenant, aucun navire de tout type n'est autorisé à passer par le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre. Cependant, cette erreur historique de Téhéran a entraîné un prix très élevé, car menacer le détroit était inutile alors que d'immenses forteresses militaires flottantes comme l'Abraham Lincoln et le Gerald Ford étaient présentes dans la région. La frappe de représailles brutale lancée par les États-Unis a conduit à la plus grande destruction de l'histoire de la marine iranienne. Que diriez-vous si nous vous disions que la quasi-totalité de la destruction de la marine iranienne n'est que la partie émergée de l'iceberg? Qu'est-ce qui pourrait être pire pour un pays dont la marine est rendue inopérante à 95%? Nous savons que cela semble assez choquant, mais il y a un aspect encore plus frappant dans cette situation dévastatrice. Les navires iraniens qui ont survécu aux lourds bombardements des ports et des navires iraniens par les États-Unis n'ont eu d'autre choix que de prendre une mesure désespérée. L'image de la marine restante a été complètement brisée dans les eaux internationales par cette décision. Le facteur le plus critique ayant conduit à cette situation était que les eaux territoriales de l'Iran n'étaient plus un refuge sûr pour ces navires. C'est pourquoi des dizaines de navires iraniens survivants, corvettes et petits bateaux ont trouvé leur seule option dans la fuite vers l'océan ouvert. Ils se sont lancés dans un voyage désespéré pour chercher refuge dans des pays à des milliers de kilomètres. Leur itinéraire, cependant, était assez frappant. Les navires iraniens fuyant les missiles Tomahawk et les bombardements des B-52 se dirigeaient vers le sud à travers l'océan Indien. Parmi eux se trouvaient les plus importants colosses de fer que l'Iran déploierait pour menacer le détroit d'Ormuz, Iris Dina, Iris Lavant et Iris Boucher. Les trois navires revenaient de l'exercice Milan 2026. Ces unités navales étaient parties du port de Visakhapatnam en Inde et se dirigeaient vers le Sri Lanka. La marine américaine, cependant, suivait en réalité ces navires dans les eaux internationales depuis le tout début. En d'autres termes, les itinéraires et destinations des navires avaient été calculés à l'avance. En particulier, l'histoire de l'évasion de l'Iris Dina servait d'exemple le plus clair de la situation. Après avoir quitté Visakhapatnam, ce navire s'est dirigé vers le sud à travers l'océan Indien en direction de la côte sud du Sri Lanka. L'itinéraire était d'environ 1500 à 2000 milles nautiques au sud-ouest de la baie du Bengale à travers les eaux internationales. Le navire était en route pour retourner en Iran, mais a accéléré en remarquant la surveillance américaine. Plus tard, l'Iris Dina a été frappé au large des côtes du Sri Lanka et n'a pas réussi à atteindre sa destination. Le navire a été torpillé par un sous-marin américain le 4 mars 2026. C'était la première frappe de torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Un autre navire tentant d'échapper à la marine américaine, l'Iris Lavant, suivait un itinéraire similaire. Le navire se dirigeait vers la côte sud de l'Inde, mais a changé de cap sous le prétexte d'une panne technique. Le navire de débarquement, Iris Lavant, a à peine atteint le port de Kochi, en Inde. Les 183 membres d'équipage du navire ont été logés de force dans des installations navales à proximité. L'Iris Boucher, qui suivait l'Iris Lavant et tentait d'échapper à de lourdes attaques, a connu le même sort. Ce navire de ravitaillement de la flotte a cherché refuge dans le port de Colombo, au Sri Lanka, mais a été détenu. Aucun des navires n'a pu mener à bien leur plan d'évasion. Pensez-vous que ces moments de capture dramatiques ont arrêté les opérations d'évasion des navires iraniens? Étonnamment, non. Les navires ont continué à changer de cap en raison des attaques américaines. La plupart des navires ont fui Bandar Abbas et Chabahar, se dirigeant vers l'océan Indien ou les eaux au large du Pakistan. Cependant, les États-Unis ont frappé plus de 60 navires. Face à un bilan choquant, la marine iranienne a réalisé qu'elle était complètement piégée dans l'océan Indien. Suite à cette lourde perte, les navires restants se sont soit cachés dans des ports, soit enfuis dans de petits bateaux. Certains navires ont tenté de se fondre dans la soi-disant flotte fantôme, qui est censée faire de la contrebande de pétrole de l'Iran vers la Chine. Ces navires se dirigeaient vers le Pakistan ou Oman, mais la situation restait la même. Des dizaines de navires ont été neutralisés avant d'atteindre leur destination prévue. Ce récit de fuite était la preuve la plus claire de la disparition du prestige de la marine iranienne de la scène mondiale. Une puissance qui avait défié le monde en fermant son propre détroit avait disparu en seulement quelques jours. Cependant, le fait que les États-Unis tractent ces navires au milieu de l'océan a envoyé un message très clair concernant l'équilibre mondial des pouvoirs. Washington proclamait que le contrôle des océans était entièrement entre ses mains. Il était souligné qu'aucun refuge ne serait laissé à aucun élément hostile.
Ainsi, le rêve de l'Iran de mener des opérations au-delà des océans a été enterré à jamais dans les profondeurs. Les plans pour atteindre ses alliés par la mer ont pris fin complètement. Alors, quelle était la raison derrière les opérations massives des États-Unis qui ont poussé la marine iranienne à fuir ses propres eaux et à s'aventurer dans les océans? Ici, nous devons d'abord examiner les actions impitoyables menées par le régime de Téhéran après avoir fermé le détroit d'Ormuz. Dans ce détroit stratégique, un passage maritime étroit de 33 km par lequel environ 20 millions de barils transitent quotidiennement, le corps des gardiens de la révolution islamique a adopté une posture terrifiante. L'Iran a attaqué sans pitié 17 pétroliers commerciaux différents tentant de passer. À la suite de ces attaques, 6 énormes pétroliers ont été rendus inutilisables. En d'autres termes, Téhéran avait dirigé ses mesures de représailles vers des cibles complètement erronées. Le pétrolier civil Mayuri Nari, battant pavillon thaïlandais, est devenu la cible de drones iraniens alors qu'il tentait de traverser le détroit. D'énormes dégâts se sont formés sur la poupe du navire, juste au-dessus de la ligne de flottaison après l'évacuation de l'équipage. Ces schémas de dommages étaient la signature typique des véhicules de surface sans pilote chargés d'explosifs, appelés bateaux kamikazes. Même un transporteur de gaz naturel liquéfié russe est tombé dans cet anneau de feu asymétrique. Ces carcasses d'acier en feu au milieu de la mer étaient des coups massifs pour la sécurité énergétique mondiale. Le régime iranien n'a pas fait de discrimination en créant ce chaos. Des attaques étaient même menées contre des navires appartenant à Moscou, considérés comme l'allié la plus proche de Téhéran. Le régime poursuivait une stratégie totalement impitoyable en prenant cette mesure. Mojtaba Khamenei a fait sa première déclaration publique le 13 mars via la télévision d'État. Dans ce message, il a clairement exposé les objectifs du régime au monde entier. Khamenei a annoncé que le détroit serait utilisé comme un outil de pression contre l'ennemi. Il a déclaré sans équivoque que ce passage stratégique serait fermé. Les remarques d'Ali Reza Tangsiri, commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution iranienne, étaient bien plus directes et agressives. Tangsiri a déclaré que les navires des États-Unis, d'Israël et des pays européens ne se verraient absolument pas accorder le passage. Il a lancé un ultimatum clair et inacceptable en disant « Si vous avez des doutes, venez nous tester ». L'objectif du régime était assez clair. C'était de faire grimper soudainement les prix du pétrole au-dessus de $100 par baril. Il voulait faire monter en flèche les prix du carburant à la pompe en Europe et aux États-Unis. Et ainsi, il prévoyait de déclencher une inflation incontrôlable dans le monde occidental. Ils avaient l'intention de pousser les citoyens des pays occidentaux dans une crise économique. Ils ont calculé que cela inciterait ces populations à se retourner contre leur propre gouvernement. Téhéran croyait pouvoir gagner la guerre non seulement avec des missiles, mais aussi par l'inflation mondiale. Les choses ont pris une tournure sombre à ce moment-là, car la véritable force de l'Iran dans le détroit d'Ormuz ne réside pas dans les grands navires de guerre flottant sur l'océan. La véritable menace réside dans les armes asymétriques cachées dans les montagnes escarpées et les tunnels souterrains qui dominent le détroit. L'Iran a changé les règles du jeu depuis qu'il a perdu la moitié de ses forces conventionnelles lors de l'affrontement de 1988 avec la marine américaine. Au lieu de confronter les destroyers américains massifs, le régime de Téhéran a opté pour une stratégie invisible et mortelle. On estime que d'énormes missiles balistiques anti-navires, comme le Qiam-2 et le Khalid Fars, sont stockés dans des grottes au cœur des montagnes. Capables d'atteindre des vitesses de Mach 3, ces missiles peuvent envoyer un énorme pétrolier au fond de l'océan en quelques minutes. Pendant ce temps, les drones kamikazes Shahid 136 avec une portée de milliers de kilomètres attendent leur lancement depuis des rampes de lancement souterraines. Vous n'avez pas besoin d'une flotte valant des milliards de dollars pour paralyser un pétrolier civil. Un essaim de drones chargé d'explosifs coûtant seulement quelques centaines de milliers de dollars pourrait facilement frapper le plus grand cargo du monde. Par conséquent, les eaux peu profondes remplies d'îles autour du détroit restent pleines de pièges d'où les gardiens de la révolution iranienne peuvent lancer leurs vedettes rapides. De plus, l'Iran n'est pas seul dans ce siège traître qu'il tente d'établir. Les Houthis au Yémen apportent leur soutien depuis la mer Rouge avec des missiles Quds et Toufan équipés de technologie iranienne. Il y a littéralement une double crise du détroit en cours et le commerce mondial est sous pression dans les deux directions. En raison de cette menace asymétrique, le trafic quotidien habituel de 70 à 80 navires à travers le détroit d'Ormuz a été coupé comme un couteau. En dehors du Golfe, plus de 1000 navires commerciaux attendent impuissants pour éviter de devenir des cibles de missiles. Avant la guerre, une moyenne de 70 à 80 cargos massifs traversaient ces eaux en toute sécurité chaque jour. Avec le début des opérations, ce nombre a chuté presque à zéro du jour au lendemain. Plus de 1000 pétroliers et navires commerciaux avaient formé un immense convoi au large de la côte du Golfe.
Ils étaient ancrés sans défense, attendant qu'un corridor de passage sécurisé s'ouvre. Les primes de risque pour les navires traversant la région avaient grimpé à des niveaux astronomiques. Cependant, il y avait quelques exceptions notables qui ont réussi à naviguer à travers cet anneau de feu mortel. En particulier, les navires liés à la Chine suivaient une stratégie complètement différente dans cet environnement chaotique. Les liens économiques profonds entre Pékin et Téhéran changeaient la dynamique de la situation. Ces liens offraient aux navires chinois une sorte d'immunité officieuse dans le détroit. D'énormes cargos comme l'Iron Maiden et le Sino-Ocean ont fait un mouvement astucieux. En utilisant des systèmes d'identification automatique, ils ont proclamé haut et fort au monde qu'ils étaient chinois. Ce bouclier numérique qu'ils ont établi les empêchait de devenir des cibles de missiles voyous, garantissant ainsi que des millions de barils de pétrole atteignent la Chine en toute sécurité. D'autre part, le Pakistan, qui devait répondre de toute urgence à ses besoins énergétiques, a conçu sa propre solution. La marine pakistanaise a lancé une nouvelle mission appelée Opération Muhafiz-ul-Bar. Ils ont commencé à fournir des escortes armées pour leurs propres pétroliers civils. Cependant, même eux ont évité d'entrer directement dans les eaux étroites et dangereuses du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, ils ont limité leurs opérations à la mer d'Arabie. Le ministre turc des Transports et des Infrastructures a également fait une déclaration assez critique à ce sujet. Il a annoncé au monde que 15 navires appartenant à des Turcs attendaient dans le détroit pour passer. L'un de ces navires, le Rosanna, a réalisé une histoire de succès remarquable. À la suite de négociations diplomatiques sensibles et secrètes, il a réussi à traverser la région en toute sécurité, devenant ainsi l'un des rares navires à sortir de cet anneau de feu. Cependant, les 14 autres navires turcs continuaient d'attendre anxieusement dans la région. Ces passages exceptionnels nous ont en fait transmis un message très important. Ils ont démontré que le détroit d'Ormuz n'était pas complètement fermé. Cependant, ils ont prouvé que le passage n'était possible qu'à travers des équilibres de pouvoir spécifiques et des négociations diplomatiques. Comme si la pression qu'exerçait l'Iran sur les navires pétroliers et cargos internationaux ne suffisait pas, il a également pris des mesures pour transformer ces zones maritimes en ce qui équivalait à un champ de mines. Miner le détroit d'Ormuz et ses environs. Ce geste inhumain portait le potentiel d'une crise mondiale. Cependant, le côté américain a pris des mesures contre cette menace et a réussi à déjouer la stratégie de l'Iran visant à transformer le détroit en zone à haut risque grâce à des manœuvres critiques. Un total de 16 navires poseurs de mines ont été spécifiquement ciblés et détruits un par un. La signification stratégique de cette action par l'armée américaine était immense. Si ces navires poseurs de mines avaient pu mener à bien leur mission secrète, le désastre aurait été inévitable. Le détroit d'Ormuz se serait transformé en un piège immense qui n'aurait pas pu être dégagé pendant des années. Il y aurait eu des milliers de mines explosives placées sur le fond marin. Cette situation aurait rendu tout passage civil ou militaire complètement impossible. L'Iran prévoyait de transformer le détroit en une zone d'ombre sombre et extrêmement dangereuse. Les États-Unis, cependant, ont illuminé cette ombre et éliminé cette menace mortelle à sa source même. Le naufrage des navires poseurs de mines a frappé au cœur même de la doctrine de guerre navale asymétrique de l'Iran. À la fin des attaques, 95% de la flotte avait été réduit à un tas de ferraille inutile. La capacité opérationnelle de l'Iran en mer était désormais effectivement inexistante. Cependant, le naufrage de la marine iranienne et de ses navires poseurs de mines n'a pas résolu tous les problèmes. Les États-Unis devaient assurer le flux mondial d'énergie. Pour ce faire, il a dû mettre en œuvre des mesures de protection supplémentaires massives et multicouches, car l'économie mondiale continuait de perdre des millions de dollars chaque minute. Le président américain Donald Trump s'est présenté devant les caméras à ce moment critique. Il a annoncé les nouvelles règles du jeu au monde entier en des termes extrêmement sévères. Il a déclaré qu'ils adoptaient une position très ferme sur la situation dans le détroit d'Ormuz. Il a souligné que, si nécessaire, ils utiliseraient un niveau de force jamais vu auparavant dans le monde. Plus important encore, le CENTCOM a signalé qu'il entreprendrait une nouvelle mission. Les navires de guerre américains escorteraient personnellement les pétroliers civils traversant la région. Cela signifiait que la marine américaine assumait le rôle de force de police maritime mondiale au plus haut niveau. Des groupes aéronavals se déployaient rapidement dans la région et prenaient position. Les systèmes de défense aérienne avancés formaient un véritable bouclier d'acier autour du détroit. Cette accumulation militaire massive visait à instaurer la confiance dans des marchés paniqués. C'est pourquoi la mission dans la région n'est pas encore terminée pour les États-Unis. L'armée américaine ne s'arrêtera pas tant que ces risques invisibles dans le détroit d'Ormuz ne seront pas éliminés. Elle poursuivra ses opérations offensives contre l'Iran jusqu'à ce que les menaces terrestres soient complètement éliminées.
La deuxième phase de ces opérations incessantes a un objectif très clair. Elle est entièrement axée sur la traque et la destruction de ces systèmes terrestres. Le Pentagone surveille la région avec des satellites dans l'espace et des avions de reconnaissance à haute altitude. Ils ratissent le littoral iranien pouce par pouce et seconde par seconde. Des bombardiers américains avancés font pratiquement pleuvoir la mort du ciel. Ils frappent sans relâche les stations radar détectées. Les centres de lancement de drones et les bunkers souterrains sont effacés de la carte en quelques secondes. Une opération à grande échelle est en cours contre tous les actifs militaires iraniens capables de menacer le détroit d'Ormuz. En d'autres termes, la stratégie militaire de Washington a maintenant atteint une dimension beaucoup plus profonde et impitoyable. Elle a été spécifiquement conçue pour couper complètement la ligne de vie opérationnelle de l'ennemi. Il ne cible plus seulement les armes tirées. Ils détruisent également les installations qui produisent ces armes, les centres de commandement et de contrôle, et les réseaux de communication clandestins. Les dernières déclarations du secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, sont la preuve la plus claire de cette situation. Le pendant militaire de cette détermination est clairement articulé. Hegseth déclare que les capacités militaires actuelles de l'Iran ont subi une destruction massive. En conséquence, le détroit d'Ormuz est actuellement le théâtre d'un affrontement implacable entre deux camps opposés. D'un côté, il y a une stratégie dangereuse tentant de prendre en otage le système mondial avec des armes asymétriques. De l'autre côté se tient une superpuissance engagée à garder les voies maritimes ouvertes avec une puissance aérienne et navale écrasante. En d'autres termes, ce à quoi nous faisons face actuellement n'est pas un champ de bataille militaire classique. Il y a un ennemi qui change constamment de position, se cache et frappe à des moments inattendus. Contrairement aux Marines traditionnels, il est très difficile d'éliminer cette puissance asymétrique. Il est nécessaire d'identifier et de détruire chaque missile caché dans des grottes un par un. Cela nécessite cependant une opération beaucoup plus complexe, coûteuse et à long terme. Cependant, jusqu'à présent, les États-Unis ont mené une opération réussie contre les actifs navals iraniens et des dizaines de navires de guerre et de destroyers dirigés par l'USS Gerald Ford et l'USS Abraham Lincoln mènent toujours une bataille acharnée contre cette menace. Le prix que Téhéran a payé pour ses ambitions navales a été extrêmement lourd. En raison du coût de la confrontation, la marine massive de l'Iran a été rayée de la carte. Les quelques navires restants ont fui, impuissants, vers des pays lointains. Les plans pour miner les mers ont complètement échoué. Cependant, la guerre s'est maintenant déplacée des mers vers des montagnes escarpées et des tunnels sombres. La menace continue de rôder dans les ailes silencieuses et mortelles des véhicules aériens sans pilote. Dans ce jeu d'échecs géostratégique tendu et mondial, les mouvements sont loin d'être terminés. Alors, quelles sont vos pensées sur cette question ? Combien de temps encore la puissance asymétrique restante de l'Iran peut-elle résister à l'énorme pression militaire des États-Unis ? Finalement, le détroit d'Ormuz peut-il redevenir un passage sûr où les pétroliers et les cargos peuvent transiter librement comme autrefois ? Nous attendons avec impatience vos précieux commentaires sur ce sujet. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis et d'avoir regardé jusqu'à la fin.